l'action du jugement. Que l'esprit reçoive la vérité comme la cire reçoit l'empreinte, c'est une opinion si aisée à redresser que le lecteur la considérera avec mépris peut-être. Elle règne pourtant sur presque tous les livres et sur tous les esprits qui n'ont pas assez inventé en s'instruisant. La faute en est au premier enseignement qui n'a jamais assez d'égard pour ces erreurs hardies que l'esprit enfant formerait par ses démarches naturelles. Le plus ferme jugement dès qu'il essaie se trouve pris dans des preuves irréprochables jusqu'à ne pouvoir même en changer la forme par l'impossibilité de mieux dire. L'esprit en reste accablé au lieu de cette forte prise que l'on voit chez eux qui ont appris seuls, mais cela s'empêtre souvent par la difficulté des choses et la puissance des passions. Les plus heureux sont ceux qu'une folle ambition de tout savoir ne travaille pas, quoi qu'il ait tout loisir, pour s'instruire comme il faut. Cela considère naturellement, et il n'est pas de mouvement d'esprit plus juste, que la preuve d'autrui est comme indiscrète. Ils la connaissent assez, ils la devinent, préliminaire. Même importunés, même écoutant et comprenant les parties, ils savent ne pas les lier et faire tenir debout par cette attention décisive que le marchand de preuves guette dans leurs yeux. Tous les éléments de ce monde qui allaient naître retombent au chaos, faute d'un créateur, semblable à ces lutteurs, toujours prudents à saisir ce qu'on leur offre. On réfléchit mal dans une prison de preuves, d'autres craignent les fausses preuves, eux la vraie, jeu de prince. On ne juge pas comme on veut, mais on ne juge que si on veut. Les naïfs se demandent comment on peut se refuser aux preuves, mais rien n'est plus facile. Une preuve ou une objection n'ont pas même assez de mon consentement. Il faut que je leur donne vie et armes. Les consentements faciles nous trompent là-dessus. Pour moi, j'observe souvent qu'une preuve connue, reçue comme en son entier, recopiée, même, je dis, une preuve des sciences exactes, reste comme un corps mort devant moi. Je la sais bonne, mais elle ne me le prouve point, c'est par grand travail que je la ressuscite. Plus je me laisse aller, moins elle me prend, mais aussi elle est neuve à chaque fois qu'elle renaît, naïve à chaque fois. Si vous n'êtes pas ainsi, prenez Platon pour maître. Les preuves sont l'œuvre d'homme, l'univers du moins est ce qui est laid. Bon, mais il ne se montre pas comme il est, ouvrez les yeux, c'est un monde d'erreurs qui entre. Ici tout veut être redressé, l'expérience ne corrige que les plus grosses erreurs, et bien mal. Dès que les choses ne peuvent plus nuire ni servir, il est bien aisé de les ignorer. Un homme de lettres s'étonnait d'entendre dire que les étoiles tournent d'Orient en Occident. Si elles tournaient, on le saurait, disait-il, mais c'est peu de choses que de voir tourner les étoiles. Le mouvement des planètes est bien plus caché, nos passions, nos souvenirs, nos rêves embrouillent encore ce tableau. La variété des erreurs et des croyances suffit à nous rappeler que l'erreur est notre état naturel. L'erreur, ou plutôt la confusion, l'incohérence, la mobilité des pensées, d'où l'on ne sort que par un décret qui est d'abord refus, doute, attente, supposant même de l'ordre entre les choses qui ne précèdent point naturellement les unes les autres, ainsi parle Descartes. Les prêcheurs de toute foi ont bien compris ces choses, mais sur d'autres exemples, dès qu'il s'agit de vertu ou de perfection, ceux qui y pensent un peu ont bientôt compris que ces choses-là, qui justement ne sont point pensées, si elles ne sont voulues, et bien mieux contre les leçons de l'expérience. Aussi disait-il bien que la bonne volonté doit aider les preuves et que Dieu ne se montre qu'à ceux qui l'ont pris. Mais il ne le découvre que par les effets extérieurs, voulant toujours un Dieu qui existe à la manière du monde, mais caché. Il est pourtant assez clair que la justice entre les hommes n'existe pas et qu'il faut la faire. Et par une rencontre assez ordinaire, il se trouve que le double sens du mot jugement nous instruirait assez si nous savions lire. Mais de quelle profondeur humaine est sorti ce troisième sens qui dit si bien les deux autres, et d'après lequel le jugement est cette décision prompte, qui n'attend point que l'épreuve la force, qui achève et ferme un concours par un décret hardi, tenant compte aussi de ce qu'on devine, de ce qui est ignoré, de ce que l'homme doit à l'homme, mais sans peur, en prenant pour soi le risque. Ce sont des dieux d'un moment. Voici donc la loi suprême du jugement. Dès que l'ordre humain est pris comme objet, c'est que c'est le meilleur qui éclaire tout. Découronnez l'homme, il retombe plus bas. Vous-même d'abord jugez-vous animal, et vous êtes tel, déterminé, et vous êtes tel, timide, et vous êtes tel, aussitôt, et pour que les autres aussi bien.
pour les autres aussi bien. Ici, il apparaît en clair pourquoi l'expérience non redressée nous trompe inévitablement. C'est donc le meilleur qui nous instruit. Et il faut gouverner, conseiller, instruire d'après les modèles, rares et mélangés dans l'expérience directe, choisis au contraire et purifiés dans l'expérience littéraire qu'il vaudrait mieux appeler esthétique, parce que la beauté de l'expression est ce qui nous enlève le désir et le moyen d'altérer les sentiments composés et les courageuses pensées d'un Socrate, d'un Marc Aurèle, d'un Virgile, car ce qui n'est point beau est livré aux médiocres, qui le divisent et le recompose à leur niveau, mais ce qui est beau revient toujours le même et intact, c'est l'objet qui convient si l'on veut penser la nature humaine, toujours humiliée sans ce secours. Les grands auteurs sont donc le seul miroir où l'homme puisse se voir homme, et l'admiration est la stricte méthode pour la formation de l'esprit. L'esprit juste. On dit un esprit juste, on ne dit pas un esprit injuste, mais ce sens est pourtant supposé par l'autre. La connaissance des choses n'est pas ce qu'il y a de plus difficile, et Socrate osait dire que ce n'est pas ce qu'il y a de plus pressant. Je puis remarquer aujourd'hui que depuis un demi-siècle, les générations se sont adaptées à un esprit strictement positif et dominent aisément ce genre de connaissance qui nous rend maîtres des choses. L'erreur serait de croire que cette formation suffit à faire un esprit juste. L'esprit est toujours juste à l'égard des choses dès qu'il les connaît, et ajoutons qu'il les connaît toujours dès que son métier lui oblige, mais cette connaissance est bien loin d'épuiser le sens de ce beau mot, l'esprit juste. Il faut juger de l'humanité d'après d'autres principes, voir les hommes sous l'idée de nécessité, cela y court, cela n'est pas juste, d'autant qu'ils y descendent dès qu'ils se sentent pris ainsi. L'idée que les commerçants volent autant qu'ils peuvent les rend tous voleurs en effet, voleurs mais non point contents, ce sont des poètes et des moralistes. Quand on lit dans Marc Aurèle « Gardez le génie intérieur exempt de souillure », on le croit bien loin du commun, mais enfin c'était un homme, ce n'était qu'un homme, non pas si loin du commun. Beaucoup des rois abdiquent sans y penser, mais l'abdication signifiait personne n'y consent, ou presque personne, de là les guerres. L'idée de subir et de suivre la peur à la manière des animaux n'est pas supportée. Terrible redressement, il est vrai que le misanthrope et le géomètre ne sont nullement éclairés par là, l'un disant que la férocité animale n'est qu'endormie, ce qui n'est même pas une demi-vérité, l'autre disant que la guerre est nécessaire et au fond fatale, et que nulle volonté n'y peut rien. Jugements profondément injustes et qui font l'esprit faux. La guerre est plutôt une crise de peur dominée en beaucoup par un sursaut de liberté. Ce sursaut dépasse seulement le but. Il ne faudrait pour assurer la paix que croire ferme à l'héroïsme humain. Mais c'est ici, comme dans la recherche technique, où l'homme aime mieux essayer que juger, car le commencement de l'essai n'effraie point, au lieu que si on jure de soi, c'est autre chose. L'esprit faux est donc ici, comme partout, un esprit sans courage. L'objet se charge de nous apprendre la nécessité, n'ayons crainte. Mais comment apprendre foi, espérance et charité? Comment, sinon par l'admiration et l'imitation des meilleurs types humains? L'enfant va droit là, fort de son ignorance. Voilà le mouvement humain. La faute de jugement est donc de ne pas croire à l'humanité. Le plus beau mythe est celui d'Hercule. Voilà le modèle que l'homme s'est donné. Et ce compagnon rassure dans le sens plein du mot. Je dis donc qu'il faut de la grandeur d'âme et même de la hauteur pour bien juger. Non sans sévérité, j'ai remarqué que qui méprise beaucoup pardonne beaucoup, mais inversement qui estime beaucoup et exige beaucoup, négligeant toutefois les choses de peu, et pour les fautes d'importance, qui cherchant toujours la vertu cachée, l'erreur explicable, ce qui est une manière d'être indulgent sans la moindre complaisance. Je ne parle ici que du jugement nu, je laisse les punitions qui sont de notre ordre, je puis appeler sévères, en un sens l'homme qui condamne l'homme à rester ignorant, menteur et brutal par la nécessité de sa nature, mais beaucoup appelleront sévère, en un tout autre sens, celui qui frappe toujours au sommet de l'âme et qui attend de l'instinct. L'instinct des animaux ne propose qu'un problème de physique à la vérité fort difficile dans le détail, mais assez simple quant au principe. Il faut seulement considérer l'élément moteur qui est le muscle, dans lequel, lorsqu'il est nourri, il se fait comme une explosion diffuse avec transformation pour une petite partie en chaleur, pour le principal en mouvement.
Ce mouvement est un changement de la forme fuselée en la forme arrondie, changement que l'on appelle contraction. Sans que l'on connaisse le mécanisme intime de cette décomposition explosive, on peut déjà écrire que l'énergie retrouvée en chaleur et mouvement ne dépasse jamais le travail accumulé que représentent aux yeux du chimiste les aliments et les éléments musculaires qui s'en sont nourris. L'occasion de cette décharge est soit dans une excitation extérieure directe, soit dans l'action d'un courant ou d'une traînée de réactions chimiques, comme on voudra dire, qui se transmet le long d'un nerf. Un animal considéré comme moteur de lui-même se compose chez les vivants les plus parfaits d'une carcasse à articulation interne ou externe sur laquelle sont attachés des muscles extenseurs et fléchisseurs, et les nerfs font communiquer toutes les parties motrices entre elles par des centres subordonnés et enfin par un centre principal comme dans le cerveau. Le détail est fort compliqué, ajoutons pour compléter l'esquisse les organes des sens qui sont des parties plus sensibles que d'autres aux faibles actions du milieu extérieur. Si l'on se délivre maintenant par précaution de méthode de l'idée d'un pilote logé au centre principal, recevant des messages et envoyant aux muscles des instructions, il reste un moteur à explosion fort compliqué et capable d'une grande variété de mouvements. Ces mouvements sont limités par l'armature articulée, par l'action de la pesanteur, par la puissance des muscles antagonistes, et cette puissance elle-même dépend du travail immédiatement antérieur de l'élimination des déchets et de la nutrition ordinaire, laquelle est excitée, ainsi que l'élimination par le mouvement même de chaque partie. Il faut dire aussi qu'une excitation à un point ne se transmet pas aussitôt partout ni aussi forte. Cela dépend du trajet nerveux et vraisemblablement du travail déjà fourni immédiatement auparavant par les éléments transmetteurs. Cela posé et retenu, il est naturel de supposer que toute excitation s'irradie en tous sens par mille chemins, de façon que l'animal agit toujours en se contractant tout comme on voit assez, si l'on remarque que le premier éveil met d'abord en mouvement les parties les plus légères et les plus libres, oreilles ou queue, comme Darwin l'a montré, et ces premiers mouvements sont les signes de ceux qui suivront. Il est clair qu'un animal excité ne fera pas pour cela n'importe quel mouvement, par exemple qu'un cheval ne se mettra pas à ruer s'il ne peut baisser la tête. Disons que l'explosion se fera jour selon la ligne de moindre résistance, d'ailleurs fort difficile à déterminer. Remarquez seulement qu'en posant que les actions d'un animal dépendent de sa forme, de son attitude et des objets résistants qui l'entourent, on circonscrit déjà le problème. L'huître ne fait guère qu'un mouvement. L'écureuil, qui est comme une huître composée, en fait beaucoup plus. Le fourmilion, qui est entre deux, ne fait guère au fond de son trou qu'un mouvement brusque de la tête, ce qui lui donne déjà l'apparence d'un rusé chasseur, c'est que la pesanteur travaille pour lui. La structure du corps humain ne diffère pas beaucoup de celle du singe ou de l'écureuil, et les réactions de l'instinct se produisent en lui selon sa forme, sa puissance, son attitude et aussi selon les obstacles. Mais l'homme pense, j'entends qu'il perçoit son corps et les mouvements de son corps, même les moindres, plus ou moins nettement, sans compter les plaisirs et les douleurs qui résultent de ces mouvements mêmes ou de l'action des objets. Telle est notre première pensée et notre constante pensée, ces soubresauts, ces frissons, ce mouvement de la vie nous accompagne en toutes nos recherches et à chaque instant nous en détourne. Tout l'univers se repliant sur nous, en quelque sorte, pour ne plus se distinguer enfin de nos mouvements soubresauts et frémissements perçus ensemble. Ainsi la tempête, d'abord spectacle au dehors, puis menace à nos portes, finit par être en nous tempête, mais tempête de muscles seulement, tremblement, horreur, fuite éperdue, chute et fort des mains, tout nausée, cri. Pour le témoin sans passion, cet homme-là n'est que l'animal machine, se mouvant comme nous l'avons dit. En ce sens, il y a une pensée instinctive, ou pour mieux dire une pensée qui redescend vers l'instinct, puis s'en sauve et y retombe, ou bien s'y repose, ou bien s'y jette. Nous touchons ici aux passions, elles seront amplement décrites plus loin d'après ces vues. Il suffit ici de dessiner à grands traits cette suite d'actions mécaniques qui assure en tout temps la nutrition, la respiration, l'élimination, le salut immédiat, à travers quoi nous arrivons à penser le monde et ce mécanisme même du corps, comme on l'a vu, mais non sans retomber toujours au chaos crépusculaire, jusqu'à cette confusion de toutes choses dont aucun souvenir ne reste, qui est délire ou sommeil. Rien n'empêche d'après cela d'inventer par jeu une espèce de mythologie de la pensée animale, mais ce n'est qu'un jeu, car il faudrait la circonscrire bien au-dessous des sentiments et des passions.
L'ordre seul, par jugement et géométrie, fait apparaître le désordre. Et qu'est-ce enfin qu'une pensée sans penseur?